Balades immobiles. Balades immobiles. Notre invité dans ce nouvel épisode a décidé un beau jour de tourner la page, de changer radicalement d'orientation professionnelle pour vivre de sa passion. Un nouveau métier au service du spectacle et de l'humour. Benoît Agoyer passe par Balades immobiles. Salut Benoît. Bonjour. Benoît, tu es producteur de spectacles et d'artistes. Oui. Alors, ensemble, on va remonter le fil de ton histoire. Je le disais, au départ, tu ne te destinais absolument pas à exercer ce métier. Alors vraiment, tout départ, non, pas du tout. J'ai fait des études de comptabilité et j'ai fait ça pendant presque 15 ans, de la facturation pour des travaux dans une grosse boîte du bâtiment. J'étais à Nantes à l'époque. Alors, comment est-ce qu'on passe des bilans comptables aux planches ? On en parle ensemble dans Balades immobiles. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobiles.fr. Est-ce qu'au départ, Benoît, c'était pas finalement un rêve de môme, tout ça, une fascination ou du moins un intérêt pour les artistes et en particulier les humoristes ? Est-ce que tu as un souvenir d'enfance d'un humoriste qui t'aurait marqué, par exemple ? Non, je sais que chez les parents, il y avait un disque de Thierry Leluron qui traînait, une cassette de Coluche. Je me rappelle même que ma mère, un jour, est arrivée dans le salon, parce qu'à l'époque, il y avait juste une chaîne IFI, et qui me dit, tu vas peut-être arrêter maintenant, parce que c'est vrai ça commençait à être des sketchs un petit peu plus, on va dire, osés, vulgaires, donc voilà. Mais autrement, alors c'est vrai que j'aimais bien rire, j'aimais bien écouter des sketchs, effectivement. Je ne m'étais pas posé la question, mais maintenant que tu me le dis, oui, ça me revient. Je ne sais pas trop quel âge j'avais, une dizaine d'années peut-être. Et alors ça t'a fait un tilt ou c'est venu et puis c'est reparti c'est venu, on s'amusait à en refaire avec des cousins, à reprendre des sketchs, donc il y a quand même quelque chose. Puis après, j'ai vu que fallait pas que je sois artiste, mais ça avait jamais été une envie non plus. Mais moi, je me rappelle du vrai déclic. C'est qu'à un moment, je me suis aperçu que je pouvais m'intéresser à des artistes, à des concerts plus à l'époque, de gens qui n'étaient pas forcément trop médiatisés. D'aller voir des concerts alors que je ne connaissais aucune chanson, alors que quand j'étais plus jeune, j'allais voir les concerts, je connaissais l'artiste, tout ce qu'il chantait par cœur, ou presque. Et en fait, il y a eu ce petit déclic-là, je ne sais pas trop vers quel âge, 16 ans peut-être, où je me suis dit, mais en fait, je peux très bien y avoir un concert et être intéressé et découvrir finalement. Et être pris par ce que l'artiste propose en live, quoi. Alors moi, j'ai un peu gratouillé parce que c'est mon rôle. Ah d'accord. Elle cherche. C'est la gratouilleuse, toi. Et avant de passer à ton métier, tu t'es d'abord lancé côté associatif. Oui, c'est ça. Donc, le déclic, c'est un peu ça. Quand je suis arrivé à une asso qui existe toujours à Nantes, qui s'appelle La Bouche d'Air, qui a pour vocation de faire découvrir des artistes chansons, on va dire, un peu plus, françaises ou internationales. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à découvrir des artistes. Et après, moi-même, j'ai, avec des amis, créé une association à Thoiré pour organiser, à Thoiré-sur-Loire, à côté de Nantes, pour organiser des soirées spectacles une fois par mois. Voilà. Et le moteur, c'était quoi ? C'était mettre en avant des gens qui n'avaient pas forcément la possibilité autrement. C'était faire émerger... Oui, c'est à faire émerger. On avait peut-être pas à l'époque, faire mais... découvrir aux gens des choses qui nous plaisaient, que ce soit des choses musicales ou humoristiques. Même au tout départ, c'était avec un ami magicien et on faisait des soirées avec musique et magie. Enfin, il y avait deux artistes, on mélangeait les genres. Et là, on est à quelle époque à peu près ? T'as quel âge quand tu fais ça ? Début des années 2000. Début des années 2000, alors quel âge j'ai au début des années 2000 ? T'as 5 ans. 30 ans, tu vois. J'ai 30 ans, je crois. Et la bascule qui fait que tu te dis, comptable c'est sympa, mais je vais vivre d'autre chose. Le pari, parce qu'il est osé, même si tu as les pieds dans le monde associatif, que tu vois comment on crée un spectacle, c'est pas pareil de se dire, je vais arriver là et en vivre. Qu'est-ce qui fait ? Tu fais les vases communicants de l'un à l'autre ou du jour au lendemain tu te lances ? Non, ça faisait presque du jour au lendemain, parce que ça a été sur une période assez courte où je commençais à en avoir vraiment marre du boulot.
on était de plus en plus pressés, voilà. C'est vrai que c'était assez... on était passé d'une entreprise, on va dire, un peu familiale à vraiment une grosse structure. Ouais. Voilà, fallait... Délivrer, comme on dit. Ouais, c'était... Voilà, donc ça n'allait plus. Et puis... les artistes avec lesquels je bossais, ça commençait à me prendre pas mal de temps, parce qu'il y a eu cette partie programmation, mais j'ai aussi commencé à travailler avec des artistes à Nantes pour les aider administrativement, comment essayer de leur trouver des dates, et ça me prenait de plus en plus de temps. Et c'était en 2011, quelques mois auparavant, j'avais rencontré ma compagne qui habitait au Sable d'Olonne. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on vivrait bien ensemble. Donc, c'est moi qui démissionne, je te rejoins au Sable. Et on va faire autre chose. Je crée ma boîte. Voilà. D'où le changement, donc, et dans ta vie professionnelle et dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, puisque tu es parti de Nantes, tu arrives au Sable d'Olonne. Quand on se lance dans ton métier, on imagine tout de suite que le producteur est installé dans une grande ville, voire à Paris carrément, parce que c'est plus facile de toucher les artistes, les médias, les salles de spectacle, t'as plus d'interlocuteurs sur place, à portée de main. Et toi, tu fais exactement l'inverse et tu vas accumuler finalement toutes les difficultés, puisque, ou en tout cas, vu de l'extérieur, c'est ce qu'on peut se dire, tu arrives au Sable d'Olonne pour faire un métier qu'on ne fait pas dans une petite ville, en tout cas a priori. Alors oui, parce que c'est bien ce qu'on me disait à l'époque. Maintenant, ils doivent t'envier. Maintenant, ils sont franchement, il y a eu alors c'est sur cette partie-là, il y a eu au départ, c'est pas trop dur de pas être à Paris. Non, c'est pas dur. On va dire 6 ans après, c'était ça doit quand même être bien d'être au bord de la mer. Et alors, après le confinement, t'as de la chance, t'as tout compris. Tout compris, oui, c'est que j'étais installé comme ça avant. Mais ouais. Et donc ça a évolué aussi. Presque les gens penseraient que t'as commencé à Paris et que t'en es parti. Ouais, je sais pas ça, mais oui, ça pourrait, parce qu'il y en a à qui ça a dû arriver. Il y en a. Bien sûr. Je sais qu'il y a des artistes qui ont quitté Paris. Suite au confinement aussi. Les prods, je ne sais pas. Mais il y a des prods en dehors de Paris maintenant qui tournent très bien. Il y en a un peu partout en France et qui fonctionnent bien. Après, c'est vrai que les très grosses structures où elles sont bien installées à Paris. Et ce qu'il faut dire, pour revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure au départ aussi, s'installer au Sable, moi je travaille avec des artistes nantais. L'idée c'était de faire grandir tout ça. Il y a un vrai vivier à Nantes depuis longtemps déjà, que ce soit en musique, au niveau de la scène en général, l'humour, mais pas uniquement. Donc tu arrives au Sable d'Olonne avec des artistes en poche quand tu te lances ou alors pas avec du tout. la petite équipe nantaise que j'avais, avec qui je travaillais en associatif, donc que j'ai gardé. Et puis après, l'idée c'était de développer chaque spectacle. Alors ça n'a pas été au bout avec tous. Il y a eu à l'arrivée maintenant la seule nantaise avec qui a démarré. Alors pas dès le départ, c'était 2 ans après que j'ai créé la boîte. C'est Elodie Pou qui on va en parler d'ailleurs. Qui elle a été l'artiste qui a une évolution on va dire même supérieure à ce à quoi j'espérais, je pouvais m'attendre. Ton métier, je me l'imagine, mais je ne le connais pas. En quoi ça consiste d'être producteur d'événements ? C'est quoi ? Évidemment, tu gères le matériel, tu gères la logistique autour. Comment ça marche ? Tu peux nous expliquer ? Producteur, c'est vraiment de mettre en place les moyens dont vont avoir besoin les artistes pour faire leur spectacle. Donc après, c'est soit un spectacle qui n'existe pas du tout, qui va être créé. Et là, je recherche des salles de répétition ou de résidence. Alors, en général, ils ont commencé à écrire et tout, et dès qu'ils commencent sur les répétitions ou qu'ils veulent affiner l'écriture, il faut commencer à trouver les lieux de répétition. Donc, c'est mettre ça, voir un peu ce qu'ils ont besoin comme matériel, comme accessoires, comme décor. D'accord. Après, il y a des spectacles qui existent déjà, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce ou de moyens supplémentaires pour... C'est quoi un coup de pouce, concrètement ? Coup de pouce, ça peut être des moyens supplémentaires pour le spectacle, au niveau des répétitions, pareil, d'accessoires, ou alors après, ce qui est la partie un peu plus diffusion, c'est de trouver les dates pour faire jouer ces spectacles. Et comment tu choisis une salle pour un artiste quand on n'est plus au stade des répétitions ? Comment tu dis, cet artiste-là, il faut telle salle ? Ça semble
Il faut avoir du nez, c'est pas que les capacités, j'imagine. Oui, après, effectivement, il y a des salles qui sont plus faites pour tel type de spectacle. Un spectacle qui débute, alors si on reprend plus l'humour, il y a beaucoup de cafés-théâtres en France qui permettent d'aller jouer, de tester son spectacle, de se faire comme le connaître. Point-virgule à Paris, par exemple. Voilà. Ouais, alors déjà c'est déjà assez important comme ça, le point-virgule, mais tu as des tout petits cafés-théâtres. Par exemple, si on veut prendre un exemple, il y a l'espace Gerson à Lyon, qui, eux, sont très, très au fait de la découverte artistique. Ils vont organiser des plateaux d'artistes. Après, s'il y a un artiste qui sort un peu du lot, ils vont lui organiser une soirée spéciale dédiée pour lui. Et après, le programmer 4 jours dans la semaine. Voilà, c'est une salle qui fait... Oui, donc tu as des échelons, Il y a des échelons. Et je prenais l'exemple de Gerson parce que après, avec eux, on a fait une salle de 300 places, une salle de 800 places, et là, on est sur du 1800 maintenant. Et on a gardé avec eux ce lien. Il y a beaucoup d'endroits en France où il y a ces petits lieux qui vont permettre aux comédiens de jouer leur spectacle devant des gens qui savent qu'ils vont venir découvrir des choses. S'ils ne découvrent pas l'artiste, ils vont venir découvrir un nouveau spectacle d'un artiste peut-être un peu plus connu qui vient rôder dans ces salles-là. Donc tous ces lieux-là, qu'on appelle, moi je dis les petits lieux parce qu'ils ont des jauges en général, c'est entre 100 et 200 places. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y en a, voilà. Moi j'aurais les pétoches. Mais après, il faut les remplir aussi. Mais c'est des lieux qui permettent aux artistes de rencontrer leur public et au public de découvrir les artistes. Donc si ça match, derrière, ça peut aider à grandir, quoi. Et sur le choix des artistes, parce que toi, tu as une boîte à faire tourner aussi, comment ça marche ? Est-ce que tu es démarché ? Est-ce que c'est toi qui fais comme les programmateurs musicaux en radio dans les années 90 à aller à tous les spectacles, justement dans ces lieux dont tu parles, les petits cafés-théâtres, pour découvrir des talents. Comment ça marche, ce rapport aux artistes ? Comment tu les choisis quand ils viennent à toi ? Et comment ça se répartit entre ceux qui viennent à toi naturellement, ceux que tu vas chercher si tu vas en chercher, je ne sais pas du tout. J'ai pas été chercher avec qui je travaille là. C'est plus des rencontres. Ça va être même Mélodie, c'était une rencontre. Donc ça a démarré comme ça. Je suis en train de faire. Et tous les spectacles. Il y en a qui sont du coin là. Elastic et Francesca, là, les spectaculos. Je les produis pas. Je les aide. Je dois leur trouver des salles. Là, c'est plus un travail de diffusion. Mais au départ, c'est une rencontre avec Elastic, Stéphane, sur une émission télé en Belgique. Et il me dit, tiens, ma compagne est des Sables d'Olonne et tout. Et bon, on s'est pas revu pendant quelques temps. Puis ils m'ont rappelé juste avant le confinement. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il y a encore du boulot parce qu'on n'a pas pu tellement... travailler réellement ensemble. Parce que entre les saisons qui étaient annulées, reportées, tout ça. Donc, mais autrement, donc eux, mais leur spectacle, je les produis pas. C'est vraiment de la vente de spectacle. Et autrement, tous les autres, c'est ça. C'est une rencontre. Il y en a une qui avait Karine Dubernay qui jouait. On l'a écouté. Qui jouait dans Les Égoïstes Anonymes. Enfin, on avait cette pièce, Les Égoïstes Anonymes. On a choisi Karine pour le rôle féminin et elle me dit t'as l'air de bien bosser sur les égoïstes, est-ce que tu peux produire ou coproduire, parce qu'elle avait déjà son spectacle existait, le spectacle pour trouver des salles aussi. En fait, ce que je comprends, c'est que démarchage ou chiner des artistes, c'est avant tout des rencontres personnelles. Voilà, parce que alors, et c'est pour ça que je voulais aller là, c'est que après, moi, ce que j'aime bien, pour moi, ce qui est important, c'est de travailler avec des gens sympathiques, que t'as envie, avec qui ça matche bien. Ça matche bien, avec des bons projets. Il faut les deux. Il faut que le projet me plaise, que le spectacle me touche. Sur le plan humain, ça et que sur le plan bien, humain, il se passe quelque chose. Et quelle importance tu attaches à faire émerger des plus jeunes, parce que justement, tu es séduit par le projet, la personne. Est-ce que c'est important pour toi de permettre... Oui, ça c'est... D'ailleurs, tous les projets que j'ai eus, c'était des projets qui débutaient, et c'est super important. Si je pouvais faire tout ce que j'ai fait
avec Elodie, avec tous les autres, ça serait bien. Donc on y travaille. Il y a des spectacles là, qui sont... il y a le nouveau one-man show de Charlotte Boisselier, par exemple, qui vraiment est à ses tout débuts. Donc elle l'a créé en décembre, là. Et on va aller à Avignon pour le festival, parce que le spectacle tient la route. Parce qu'à Avignon, il ne faut pas y aller avec un spectacle qui ne tient pas la route. Bancal, un peu bancal. Elle a la chance de travailler avec Elodie aussi, qui booste bien. Et du coup, on va pouvoir défendre ce spectacle à Avignon. Et ça, voilà, si on arrive à faire pareil avec Charlotte, avec Karine, avec les égoïstes anonymes, et j'en oublie qui vont m'en vouloir s'ils écoutent. Ouais. Les artistes avec qui tu travailles sont des artistes qui évoluent aussi dans des univers humoristiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Qui sont surtout pas les mêmes. C'est un point important pour toi, justement. Tu veux pas te retrouver avec des artistes en concurrence aussi, peut-être, et avoir dans ce lot d'artistes, justement, des gens qui se complètent, qui touchent des publics assez différents aussi. C'est une volonté première, ça? Oui, totalement. Je veux pas deux choses qui se ressemblent. Après, il peut y avoir des petits points communs, mais entre Arnaud Demanche, qui lui est plus dans un mode stand-up, mise en scène sur l'actualité, romancé, voilà. Elodie qui va faire jouer soit son rôle, soit des personnages. Alors, ce que Charlotte Boisselier et Karine Dubernay font aussi, mais de façon radicalement différente. Je vous invite à aller voir leurs sketchs sur Internet. Ça n'a rien à voir, effectivement. C'est vraiment des univers différents. En tout cas, elles nous ont bien fait rire tous. Et d'où après le duo des égoïstes anonymes avec Michel Frenat et Karine Dubernay. Et l'autre pièce que j'ai, c'est Dommage, qui est une parodie de Vaudeville. Oui. Voilà. Pourquoi, quand j'ai dit oui aussi à El Spectacolo, je voulais bien proposer leur spectacle dans les salles, parce que j'avais rien qui ressemblait. Alors là, de toute façon, ils sont sur autre chose. C'est la crainte d'être enfermé dans une case, ou c'est juste le plaisir de faire des choses très différentes? Le plaisir de faire des choses très différentes, et puis comme ça, de pouvoir proposer à un programmateur qui cherche tel style, il y a des chances que je l'ai. Plutôt dire, voilà, il y a celui-là et celui-là, c'est à peu près pareil. Voilà, ça met une concurrence, en fait, sur les spectacles que je propose. Donc, ça peut se faire quand tu as deux artistes qui tournent à fond de la même façon tous les deux. Bon, si tu as les... Mais même, tu as toujours des petites différences. Mais voilà, ça c'est brave. Là, en termes de développement, c'est plus compliqué d'aller proposer 2 fois la même chose. Donc, c'est pour ça que le point de départ, c'est qu'il ne faut pas que ça se ressemble trop. Comment tu as géré les 2 dernières années qu'on vient de passer? Dans mon jardin. Il faisait beau. Comme beaucoup. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est l'avantage du coup d'être au sable et pas à Paris. Non. Au début, on n'y croit pas. Non, ça nous est jamais arrivé, ça. C'est confiné. Tous les spectacles, ça va s'arrêter quelques jours, quelques semaines. On savait pas trop. Donc, d'un côté, ça nous énervait qu'ils nous disent, allez, jusqu'à telle date, ça peut pas jouer. Alors qu'il y avait déjà des bruits qui couraient que ça reprendrait à peu près normalement pour avant septembre 2021. Mais il y a eu ça, je dis, à chaque fois de voir cette date de reprise qui se repoussait, mais si on nous avait dit dès février ou mars 2020, vous reprenez pas avant septembre 2021, je pense que psychologiquement ça aurait été dur. Pareil, Donc après, on l'a vécu... faut reconnaître qu'il y a eu des aides, donc au point de vue financier, c'était pas trop inquiétant pour moi, mais si ça avait été 2-3 ans avant, je sais pas si la boîte existerait toujours. Et ton boulot, ça s'est transformé en de la gestion de crise? Ouais, donc de la gestion de report de dates, parce qu'on a reporté des dates en disant ça va bien reprendre au départ. Les dates, on les a reportées en avril 2020, avril-mai. Puis après, en septembre-octobre, et puis voilà. Donc ça a été ça, il y a eu ça. Il y a eu... ça n'a pas été des vacances, en fait. En plus, il fallait faire travailler l'enfant à la maison. Oui, un autre paramètre important. Oui. Et donc, ça c'est... Oui, il y a eu des choses... En fait, quand les vacances sont arrivées en 2020, je dis, ça fait du bien. Quand même. Mais... Et par contre, ça a été... alors, ça a été le côté un peu difficile. Le côté positif, c'est qu'on a quand même réussi... Enfin, les artistes, pour le coup, ont créé des choses. Alors... Il y a peut-être un embouteillage maintenant, mais au niveau de Cadmia Productions, il y a eu les égoïstes anonymes. Il y a eu
Charlotte qui a recommencé à travailler à son nouveau spectacle. Elodie qui a commencé aussi un peu le nouveau, mais qu'elle a aussi terminé quand ça commençait à reprendre, parce que c'était plus facile aussi de voir d'autres gens dont son metteur en scène. Il y a eu de la création, il y a eu la rencontre de Karine Dubernay qui nous avait dit oui juste avant le confinement pour les égoïstes, et puis ils ont réussi à travailler, la pièce existait, donc à l'apprendre, même à la répéter, je crois, des fois à distance, en Zoom. Voilà, donc ça a provoqué finalement une sorte d'élan créatif voilà. Chez certains artistes qui a amené des choses intéressantes. Mais c'est vrai que je sais que ça peut se bousculer aussi, parce que entre tous les spectacles qui n'ont pas pu être joués, qui ont été reportés, parce que la plupart des salles ont joué le jeu de reporter, et si bien que là, ça crée des embouteillages, et les nouveaux spectacles ne peuvent pas être joués finalement. L'avantage, c'est que ça peut aussi tirer le monde du spectacle vers le haut au niveau qualitatif. Complètement. Une question que je voulais poser par rapport à ça, c'est justement, on l'a vu dans la musique, mais aussi dans l'humour, dans toutes les formes de création, finalement, pendant cette période où tout était fermé. Les gens, les artistes ont utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour continuer à échanger avec leur public. Ma question, c'était, est-ce que ça a changé les choses dans ton métier, sans te sortir forcément des choses, mais est-ce que ça a changé la manière de communiquer des artistes, petit 1, et puis petit 2, est-ce que comme dans la musique, depuis quelques années, tu assistes à un phénomène un peu de désintermédiation, c'est-à-dire des gens qui s'autoproduisent beaucoup, qui, comme dans la musique où ils ont leur home studio et ils font tout eux-mêmes de bout en bout. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ? Sur la partie réseaux sociaux, tous ne l'ont pas fait. Il y en a. Moi, celui qui s'est vraiment servi des réseaux, c'est Arnaud Demanche. Ouais. Il a été très productif, et en fait, très présent. Il testait, il avait envie de toute façon, avant de faire des vidéos, des petites pastilles sur les réseaux. Il faut dire qu'il y avait une belle matière à l'époque. Ouais, mais il a commencé avant et il a trouvé à peu près le format, genre en février-mars 2020. Ouais. Donc après, il y a la matière qui est arrivée. Et il a réussi à récupérer des followers sur ses réseaux qui après sont venus dans ses salles. Ouais. Donc là maintenant le travail c'est de convertir en véritables spectateurs pour bien dire qu'Arnaud c'est quelqu'un qui a fait de la scène avant, qui en fait maintenant, c'est pas un youtubeur qui est monté sur scène. Mais ça nous a fait gagner une base spectateur, une base fan qui le suit bien parce qu'il continue à entretenir ça. C'est un gros travail de sa part. Et là, le travail maintenant, c'est de vraiment que les gens sachent que c'est un comédien, que le texte est bon, et que le c'est comédien le moment d'aller voir sur scène. Et c'est le moment, voilà. Mais voilà, donc lui, il a réussi à faire ça. Et c'était pas donné à tout le monde, il fallait avoir l'envie. Je sais que Elodie, elle a pas trop créé parce qu'elle dit il se passait rien. Donc, ça l'inspirait pas. Chez certains artistes qu'on a reçus d'ailleurs dans Balades Immobiles, ça a suscité l'effet inverse, à savoir une espèce de retrait par rapport déjà à la vie publique, des gens qui se sont montrés très peu présents sur les réseaux sociaux, voire complètement absents. Et même dans le processus de l'écriture, il y a des gens que ça a bloqué complètement parce qu'ils n'étaient plus en contact avec la vie réelle. On a eu plusieurs témoignages d'artistes et notamment d'auteurs et interprètes, de musiciens qui nous ont dit, nous, en fait, on n'est plus en contact avec la vie, on peut plus traîner dans les bistrots, on peut plus aller voir les potes, on peut plus sortir, voir des spectacles, des concerts, et on est sec. Faute de ça, donc on peut pas créer. En fait, c'est une réaction très, très personnelle finalement. Oui, et je pense qu'Arnaud a réussi à créer parce que c'est un auteur à la base qui suit beaucoup l'actualité et qui transforme cette actualité en sketch, en van, voilà. Donc lui, voilà, ce dont il se nourrissait, il l'avait toujours, ça. Oui. Voilà. Après, ceux qui ont besoin d'être sur le terrain, non, bah là, c'était plus. Est-ce que ça a changé chez les spectateurs une façon de se comporter, notamment d'aborder le monde du spectacle, le fait de sortir
après avoir pris une place 2 mois à l'avance, parce que on a un artiste qu'on tient absolument à voir sur scène, on prend parfois sa place très longtemps à l'avance. Est-ce que les gens sont toujours dans la même démarche ou est-ce qu'ils sont un peu plus frileux et qu'ils attendent le dernier moment pour aller voir un artiste, une pièce de théâtre, un one-man ou un one-woman show sur scène? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui avaient des places pour des spectacles qui ont été reportés, en général, viennent. Ouais. Ces spectacles-là fonctionnent bien. Où ça a changé, c'est pour les spectacles qui n'étaient pas ouverts au public, enfin la vente au moment des confinements. Les choses qu'on a mis en vente là, c'est un peu plus difficile. Alors ça dépend après des artistes. Je pense après que c'est pour plusieurs raisons. C'est déjà parce que les gens demandent est-ce que le spectacle va bien avoir lieu ? Est-ce que l'artiste va être sur scène ? Est-ce que moi-même je vais être, si je suis malade, si je suis à contact, peux pas, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt constaté une prise de billetterie quelques jours avant. Alors, heureusement, il y en a quand même qui prennent en amont, parce qu'autrement, si tu arrives à 5 jours de ta date et que tu as 15% de la salle, tu te dis okay, comment on va faire. Donc il y a eu ça. Et ce qu'il fait, je pense aussi, c'est qu'il y a des gens qui avaient peut-être plusieurs spectacles en attente, qui avaient pris des places, qui se retrouvaient avec 3-4 spectacles, et ils ont peut-être aussi attendu de dire on va déjà voir si les places qu'on a, on va pouvoir y aller, on peut avant d'aller voir d'autres choses. Ça peut être ça. Donc, mais on a vraiment constaté ça, un déplacement de la billetterie. Plus on approche la date, plus ça se vend. Mais donc ça, c'est un petit peu gênant pour les organisateurs. Ça a changé, toi, ta façon de travailler ? Ce qui change, c'est qu'il faut plus communiquer. Mais c'est pas moi qui le fais, mais je suis assez mauvais. Mais je sais que les spectacles, faut vraiment aller chercher les gens, faut vraiment faire parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, les interviews, en amont. C'est plus ça. C'est vraiment faire savoir que ton spectacle, il va être là, il va se jouer. Mais oui, c'est vraiment un travail de communication. Mais c'est moins ma partie chez Calmia, ouais. Alors, on voulait te parler aussi d'humour en général, mais avant ça, par rapport à ton métier, peut-être 2 dernières questions. Une question d'entretien d'embauche stupide, mais non, mais c'est dans la manière de la formuler. Mais ta plus grande satisfaction et ta plus grande déception dans ce métier-là, si tant est qu'il y en ait, hein. Des déceptions, bien sûr. Oui. La plus grande satisfaction, c'est Elodie, puisqu'on a vraiment démarré. On était la première fois qu'elle jouait son spectacle. La salle me dit tu peux pas dépanner, faire le contrat, parce qu'elle n'avait pas de producteur. Donc j'ai ce qu'on appelle hébergé le contrat avec cette salle. C'était au Théâtre Sans Nom à Nantes. Et j'ai vu le spectacle en intégralité, ce qu'elle n'avait jamais joué. Donc j'ai eu des petits bouts. Et là, j'ai dit, c'est génial, quoi. Ouais, je pense que c'est un spectacle que je vais produire. Elle était d'accord, et on est parti. Et 5-6 ans après, on remplissait un casino de Paris, quoi. C'est une belle aventure. Donc voilà. Donc, j'espérais avoir un artiste ou plusieurs, mais au moins un qui atteigne un bon niveau. Là, on est quand même sur... Puis le fait d'avoir grandi ensemble, comme tu dis, ça doit être hyper satisfaisant. Voilà. Et donc après, ça c'est la plus grosse satisfaction. Et les satisfactions de tous les jours, c'est les bons retours qu'on a après chaque spectacle. Enfin, souvent, c'est vrai qu'il y a un message d'un programmateur qui me dit tout le bien qu'il a pensé du spectacle, qu'il ne regrette pas de l'avoir fait. Enfin voilà, ça c'est des choses... c'est gratifiant. C'est gratifiant. Les déceptions, c'est sans nommer personne comme ça, c'est plus les projets qui n'ont pas été au bout, parce que ça arrive, là on a des réussites, mais il y a aussi des projets qui s'arrêtent parce que le public ne suit pas, ou ça n'a pas matché entre moi et le comédien. Voilà, alors on n'est pas forcément brouillé, mais des constats de non, ça marche pas, on arrête, quoi. Donc c'est parce que moi, à chaque fois que je travaille sur un spectacle, c'est pour aller le plus loin possible. Puis des fois, le plus loin possible, il s'arrête assez vite. Voilà, donc c'est plus ça, où à chaque fois, c'est quand même une amertume. Et donc, ça serait plus ça. Et je cherche vraiment un gros regret. Non, mais... Non, il y en a plus, non, mais comme ça, un truc qui... T'es pas obligé. Hein. C'est un regret générique qui va être très bien. Non, je cherchais s'il y avait vraiment eu un regret qui n'impliquait personne d'autre que moi, tu vois. Et justement, et peut-être c'est l'avant-dernière question, parce que je m'arrête jamais, est-ce que
qu'est-ce que ça te fait quand tu vois arriver un artiste et tu dois lui dire non? Non, on va pas fonctionner ensemble. Est-ce que ça te gêne, ça te rend triste? Comment tu le gères, ce rapport-là? C'est dur de dire à quelqu'un qui a besoin d'être porté, finalement, ça va pas le faire. Alors, oui, quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler, tu veux dire, puis on dit on s'arrête? Les deux cas, en général, en fait, parce que c'est un métier qui est tellement difficile. Alors, déjà, pour ceux qui me démarchent, il y en a un peu, mais pas tant que ça non plus. Hein. Oui, puis il n'y a pas d'affect. Voilà. Donc, voilà, je leur dis non, parce que déjà, la première raison, c'est que là, j'ai beaucoup de spectacles et que c'est difficile d'en prendre un autre actuellement. Donc, déjà, j'ai ça, où le spectacle a beau être très bon, je peux pas. Alors, des fois, c'est vrai que je regarde pas forcément, je demande de m'envoyer, je mets ça sous le coude, mais je dis, bon, parce que sûrement que j'en rate des très bons, hein. Ça, c'est presque sûr, mais je peux pas me permettre d'en prendre trop parce que ça va être au détriment de ceux qui sont déjà là. Donc, et même au détriment d'un spectacle. Et sur un artiste choisi avec lequel ça s'arrête, qu'est-ce que tu ressens quand c'est toi qui prends la décision? Ouais, alors, il y en a pas eu tant que ça. Ça a souvent été une décision mutuelle, ou alors un qui trouvait que ça marchait pas assez, ça peut arriver. Voilà, donc ça a été souvent conjoint et il y en a une fois, que ça marchait pas. Et il m'a devancé de 48 heures, en fait. Il me dit, écoute, non, en fait, c'est dur. Mais on a d'autres projets ensemble, on travaille encore ensemble, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, donc il y a des fois, ça a été facilité parce que l'artiste voyait que ça n'allait pas, soit son spectacle, soit le fonctionnement qu'on avait. Donc, mais c'est sûr que dire à quelqu'un, on arrête de travailler ensemble, ça a pu arriver avec d'autres gens, qui gravitent autour du spectacle. Oui, c'est toujours compliqué de prendre ton téléphone et dire tiens, on arrête. Les projets de Benoît et de Calmia dans les semaines, les mois qui viennent. Des tournées, les spectacles tournent bien. C'est vrai que je suis assez content parce qu'il y a des bons retours, que ce soit sur les spectacles déjà connus ou les spectacles émergents. Ouais. Si tu veux, par rapport au type de salle, parce que tu vas pas mettre un spectacle émergent dans une salle de 500 places, par rapport aux jauges, on est plutôt pas mal, et avec des bons retours. Donc ça, c'est bien. Donc beaucoup des grosses tournées. Ça, c'est vrai que la saison prochaine se remplit bien. Et puis on arrive doucement vers l'été, la saison des festivals, il y a Avignon évidemment. Alors c'est vrai que nous, saison des festivals, c'est surtout Avignon. C'est vrai que la saison des festivals est surtout musicale. Ouais. Alors, j'ai un projet musical quand même, celui de Thérèse, qui est arrivé il y a un an, à peu près, un an et demi, qui est une Nantaise, installée au Sable d'Olonne depuis quelques temps. On s'était croisés à Nantes, et elle m'a recontacté parce qu'elle a eu un gros problème de santé qui l'a tenue éloignée de la scène pendant 8 ans. Et là, elle redémarre. Et donc, c'est vraiment un projet, là... musical avec un peu d'humour, parce que il y a quand même ce lien humoristique. Donc là ça redémarre vraiment pareil tranquillement parce que fallait qu'elle se remette en selle, et puis la période est un peu encore compliquée. Donc mais nous la saison festival humour, c'est surtout le festival d'Avignon qui est fatigant pour tout le monde. Qui est un super marché. C'est un passage obligé pour le monde du théâtre et de l'humour que de passer par le off. Alors, est-ce que c'est un passage obligé? Non, parce qu'on est obligé de rien dans ce métier. C'est une belle vitrine en même temps. Maintenant, tu te dis, si j'y suis pas, c'est sûr, on me verra pas. C'est un tremplin potentiel. On verra pas le spectacle. Et par contre, si tu y es, il y a 1200 spectacles par jour. Comment tu fais pour sortir du lot? Après, tu sais que pendant les 15 premiers jours, tu as plein de programmateurs qui vont être là. C'est la dernière semaine qui est compliquée parce que moi, un festival d'Avignon qui durerait que 15 jours, ça serait bien, je pense, pour tout le monde. Mais après, il y a d'autres raisons qui font que ça dure. C'est combien? C'est un mois, c'est 24 jours. Ouais, c'est ça, Parce qu'on les compte. 24 jours, donc on finit sur les rotules, j'imagine. Les artistes jouent 21 fois, parce que humainement, on leur met quand même... un jour de relâche par semaine. Feignant. C'est obligatoire. Non, parce qu'un artiste... Alors, quelqu'un qui remplit bien facilement, il va venir, il va jouer son spectacle, il repart. Ceux qui doivent se faire connaître, c'est aller aussi, dans la rue, donner des flyers. J'ai connu une époque où Thomas VDB allait tracter dans les rues. Tous ceux qui ont débuté, tous les gens qui démarrent font ça. Tous ceux qui... Et puis même certains qui sont
sont un petit peu connus, sont obligés de se montrer. Alors, des fois au départ, puis s'ils voient que ça remplit, après. Ouais. Après, il y en a qui aiment bien aller voir les gens aussi dans la rue, hein, faut pas croire. Mais... Donc, c'est sympa. Donc il y avait ce festival où j'aurai les égoïstes anonymes et Charlotte Boisselier, et 10 jours d'Élodie et 4 jours d'Arnaud Demanche aussi, qui eux vont venir plus tranquillement du coup. Oui. C'est vrai que le gros enjeu, ça va être pour les égoïstes, et avec Michel Frénat et Karine Duvernay et le One de Charlotte Boisselier. Ça, c'est c'est vraiment ces spectacles-là que j'emmène pour C'est faire pour eux que connaître. c'est un enjeu, Ouais. quoi. Ouais. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Calmia Productions calmiaproduction.com. pour vous tenir au courant un petit peu de toutes les dates. Est-ce que le fait d'être implanté au Sable d'Olonne, je te pose la question, c'est très intéressé pour nous, c'est une possibilité, en tout cas une volonté de ta part que de faire venir un peu plus d'artistes dans la ville ou en tout cas dans la région puisque tu travailles avec eux, ou est-ce que c'est pas forcément un atout? Alors, faire venir, il y a déjà des gens qui le font en promotion locale ou même des programmations culturelles municipales, hein, ça arrive. Moi, ça m'arrive un petit peu de le faire. Là, j'ai à la Longère de Beaupuy, je vais faire venir Arnaud Ducret là, au mois de mai. Il y aura aussi Arnaud Demanche qui, alors c'est pas encore annoncé, je sais pas, mais qui devrait être du côté des Sables d'Olonne. On va faire une petite surprise Très prochainement. au mois de juin, Ouais. 24 juin. Voilà. Donc je le fais quand même, mais très peu avec les artistes. Donc j'ai moi Élodie qui vient venir au Sable et à Mouillon le Captif. Là ça se remplit tout seul, effectivement. Après, c'est quand même du taf supplémentaire, et quand on a 10 spectacles à défendre, ça fait C'est beaucoup. pas une mince affaire. Ça fait beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que depuis que tu fais ça, l'humour a changé ? Typiquement, par exemple, je pense à Michel Leb dans les années 80. Aujourd'hui, ce serait plus possible, on le sait tous. Oui, même lui le dit. Oui, Non, parce que- complètement. Absolument, Il est Voilà, très c'est clair l'évolution, là-dessus. je pourrais pas. Et justement, la question est la suivante. Est-ce que l'humour, c'est une question générationnelle, de style, ou de rapport au temps qui passe, d'adaptation des uns et des autres au changement? Je pense à Coluche, quand il est arrivé, il n'était pas aimé. Avant sa mort, il était moins mal aimé, et maintenant, il est adulé. Comment ça marche, ces mécanismes-là? Je pense que ce qui a changé, c'est que avant on était, Coluche, Michel Leb, c'était à 30, 40 ans même maintenant. Merci de nous le rappeler. non, mais et je disais tout à l'heure que j'écoutais ça quand j'étais petit. Hein, Coluche. Et c'est vrai que ces gens-là faisaient des sketchs qui seraient plus faisables maintenant. Enfin, on peut toujours le faire, mais les humoristes qui le feraient se feraient tomber dessus. À moins d'avoir créé son style et que les gens sachent que c'est le style de l'humoriste. Quelqu'un qui débute, s'il se mettait à faire des sketchs... Il va pas sortir là, c'est sûr. Ça, c'est évident. Et c'est Mais- aussi ce qui a changé, c'est Internet. Oui. Avant, un sketch a passé à la radio, pour se plaindre, fallait écrire et tout. Maintenant, hop, allez, un petit tweet, un petit truc, et l'humoriste se fait éclater, quoi. Donc, d'ailleurs, on le voit, enfin non, je sais pas si c'est rigolo, mais si tu as une émission d'humour à la télé, tu te mets sur Twitter, et la haine que ça peut dégager. C'est assez effrayant. Enfin, je dis ça, il y a ouais. peut-être sur d'autres sujets, mais sur l'humour, ça nous arrivait de le faire quand on avait des artistes qui passaient. C'est assez effrayant. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est que maintenant, de toute façon, on peut dire de moins en moins de choses. Et c'est tout le sujet du spectacle d'Arnaud Demanche, d'ailleurs. Et justement, c'est la dernière question qu'on voulait te poser. On était avec Alexandre Pell la semaine dernière, qui nous disait, finalement, moi, mon job, c'est d'écrire quelque chose, de penser que ça fait rire et de le proposer. Une fois que j'ai fait ça, mon boulot d'écriture, et que le spectacle existe, j'ai fait ma part du job. L'interprétation que les gens en font, c'est pas ma responsabilité, ça ne m'appartient pas, et donc on doit pouvoir rire de tout. Sur scène, tu peux à peu près dire ce que tu veux. Tu pourras avoir des critiques, des reproches, mais les gens qui vont venir te voir sur scène... Ils sont en partie conquis, ils en tout doivent, cas. normalement, déjà, sauf en cas de découverte, mais ils savent au bout d'un moment ce qu'ils viennent voir. Par contre, c'est vrai que tu fais une blague qui marche très bien sur scène, tu le fais sur un média, ça peut ne pas plaire à des milliers et des millions de personnes. Enfin, c'est pour ça qu'il a raison. Sur scène, c'est plus facile de faire passer les choses, parce que les gens vont capter le moment en live
non, personne n'est en train de filmer et tout ça, donc ça reste dans ce cocon qui est un théâtre. Après, dès que tu dis quelque chose sur un média, de toute façon, tout là, ça peut partir dans tous en les vrille sens. assez rapidement. Ouais. D'ailleurs, Donc, Alexandre, je serais assez d'accord avec Alexandre sur ce qu'il dit, mais dans un média, c'est plus compliqué. tu parlais des youtubeurs tout à l'heure. Et je te rejoins, tu les opposais quelque part aux humoristes classiques tels qu'on les connaît. Sur quoi tu as parfaitement raison. Comment t'expliques le succès de ces jeunes auprès des gamins? Et est-ce que ça pose souci au monde des humoristes? Moi, tu vois, je suis génération KDO, Garcia Decaune et un peu Jamel. McFly et Carlitos, si tu veux, ça me laisse dubitative, quoi. En fait, j'ai même pas été écouté, moi. Mais moi, je suis allée une fois. On est de la même génération, mais t'es plus curieux que moi. Je pense que c'est pas le même exercice, parce que le travail d'un humoriste sur scène, déjà, le premier travail, c'est l'écriture. Oui. C'est la réflexion et les youtubeurs écrivent aussi. Est-ce que ça les pénalise, les humoristes classiques? L'émergence de tout ça et le fait que les gamins soient accros à YouTube et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un peu une crainte qu'ils ne se tournent pas vers ce spectacle plus traditionnel? Alors, effectivement, c'est plus facile pour des jeunes d'aller voir un youtubeur qui fait son sketch en vidéo, c'est gratuit, machin, tu regardes. Après, c'est vrai qu'il y a des youtubeurs qui sont montés sur scène après, avec plus ou moins de succès. Ils ont été suivis par leur public Internet. Donc, par contre, pour moi, c'est deux choses différentes. Je pense que les jeunes qui vont être près de ces youtubeurs vont rigoler de choses peut-être un peu plus faciles. Et certains ne resteront toute leur vie peut-être devant un écran d'ordinateur à regarder les vidéos rigolotes et ça va leur aller. Et puis d'autres vont peut-être franchir le pas de sortir de leur tanière pour aller voir des spectacles. Donc je pense qu'il y a la place pour tout le monde. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Après, je pense que et quand tu es sur Internet, tu peux aussi tomber sur des perles aussi, des gens, un extrait de spectacle, une chronique qui va être rigolote et ça va te donner envie d'aller voir l'humoriste sur scène. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport au public, est-ce qu'on n'est pas en train de péter une génération de jeunes qui ne va pas avoir ce réflexe de se rendre, sauf à y être éduqué? Oui. Mais pas plus qu'avant. Ouais, ça se trouve, s'il y a des gens qui ne sortent pas parce qu'ils n'aiment pas ça ou qui n'ont pas les moyens, parce que c'est ça aussi. Et les enfants vont pas une fois plus grands, vont pas avoir ce réflexe de sortir voir du spectacle vivant. Ça peut être ça. Après, c'est évident que maintenant on peut tout faire de chez soi. Tu regardes un film, tu regardes un spectacle, voilà. Tu regardes un spectacle. Mais nous, on ne fait rire personne. On aimerait bien. Donc voilà, non, c'est vrai que maintenant on a accès à tout de chez soi. Maintenant, il y a des gens qui vont vraiment préférer aller voir un spectacle dans une salle pour rire en même temps avec d'autres gens, pour vraiment voir l'artiste. Donc peut-être qu'on en perd un peu plus que les années précédentes, enfin les générations précédentes, mais le public se renouvelle quand même. Moi, je pense qu'il faut peut-être attendre encore une génération pour vraiment voir si ça a un impact. Ça a un impact, ouais. C'est un peu tôt. Merci Benoît d'être passé par Balades Immobiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Retrouvez également tous nos podcasts sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur baladesimmobiles.fr pour retrouver nos articles et nos vidéos. À très vite les amis. Salut. Balades Immobiles. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobiles.fr.